Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans ce spécial débat centré sur l'entrepreneuriat de notre pays. Et j'ai le réel plaisir de recevoir Mathieu Takizala. Nous allons parler un peu de ce secteur, l'entrepreneuriat. Est-ce que ça va vraiment dans notre pays? Est-ce que l'entrepreneuriat a vraiment atteint sa vitesse de croisière où il y a encore beaucoup de choses, est-ce que nous sommes encore en train de décoller petit à petit? Très heureuse d'être avec vous, ou d'être avec nous, Mathieu. Je vous remercie, l'icône de la presse féminine congolaise. Donc, c'est déjà un honneur de nous inviter et pour traiter les thématiques sérieuses de la société. Parce que l'autre fois, c'était l'emploi industriel qui dominait le système économique mondial. Mais aujourd'hui, la plupart des économies vivent la mondialisation de l'économie. Cette économie qui est devenue un peu ouverte. La plupart des grandes nations, même qui sont industrialisées, sont restées avec dans le tertiaire. Et ce qui est devenu locomotive pour créer l'emploi dans des sociétés modernes, c'est l'auto-emploi. L'auto-emploi, c'est l'entrepreneuriat. Parce que la croissance, on doit le faire qu'avec l'entrepreneuriat dans le 21e siècle, tel qu'aujourd'hui, vous voyez que les Facebook, les Amazon, tout ça, ainsi de suite. Et en République démocratique du Congo, Madame Paulette, la route est encore bitumée. Donc, c'est vraiment une longue haleine. Dans la culture, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que le chômage est des masses. Mathieu Takizala, l'entrepreneuriat. Nous allons commencer d'abord par décrire le thème. C'est quoi l'entrepreneuriat au fait? Pour que nous balisions le chemin pour cette interview. L'entrepreneuriat, c'est quoi? D'abord, c'est un audacieux. C'est quelqu'un qui se transcende, l'entrepreneur. C'est quelqu'un qui crée de la valeur pour son État et qui crée aussi de la valeur pour les autres, qui crée aussi de la valeur pour lui. Ce sont des visionnaires autour de l'économie qui commence à l'idée et qui le matérialise autour de la valeur économique. Vous pouvez avoir l'idée aujourd'hui et quand l'entrepreneur rentre dans un secteur, en général, il révolutionne. Je peux prendre l'exemple, par exemple, le téléphone a toujours existé. Vous voyez que les entrepreneurs, lorsqu'ils ont récupéré le téléphone, aujourd'hui, le téléphone, on fait beaucoup des choses avec notre téléphone du 21e siècle. On peut téléphoner avec, on peut acheter avec, on peut communiquer avec. Donc voilà, c'est fruit des entrepreneurs du 21e siècle. En RDC ici, est-ce que nous avons des entrepreneurs? Est-ce que nous en avons? Bon, il y a eu les aînés qui nous ont précédés. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit s'imposer dans la société, qui doit créer de la valeur. Et aujourd'hui, les entrepreneurs ne s'imposent pas. Surtout les entrepreneurs congolais, parce que l'écosystème est à moitié vide. Je vous donnerai l'exemple dans l'industrie bancaire l'autre fois. On a vu un Congolais qui est né au Congo, Fedokolo père, qui commence dans l'industrie, même pas dans l'industrie, mais dans l'industrie de service, des dancing bars. Vous voyez que lui qui fait aujourd'hui le micro-bar n'est pas considéré dans le système économique. Mais lui, il commence dans des boîtes de nuit. Il commence aussi dans l'industrie de taxi. Et après, bizarrement, ces messieurs arrivent dans l'industrie bancaire. La banque de Kinshasa, il n'y en a même pas jusqu'à aujourd'hui. On cherche, on se recherche. Donc, cette génération des entrepreneurs, des Dokolo, des Mbemba, des Kisombe, avait le soutien de l'écosystème étatique et même de l'écosystème environnemental. Nous, les concitoyens, on consommait ce qu'ils achetaient. Mais aujourd'hui, la génération de Mathieu Takizala, nous souffrons de quoi? D'abord, la confiance de nos compatriotes. Lorsqu'un entrepreneur congolais propose des choses sur l'espace public, bizarrement, le Congolais ne rentre pas les dents. Et puis, l'écosystème financier est absent. Parce que pour que les entrepreneurs émergent, on doit trouver le ligne de crédit. Ça signifie que vous avez un projet entrepreneurial pour faire augmenter la machine et créer de l'emploi ou créer des taxes, il faut le financement. D'un côté, il faut avoir aussi le marché. Mais le D n'existe pas aujourd'hui dans l'écosystème entrepreneurial congolais. Ça signifie que vous êtes entrepreneur, vous avez des idées, vous avez des projets, mais bizarrement, d'un côté vous existez, vous n'avez pas le carnet de commandes, de l'autre côté, le financement est absent. Et la République démocratique du Congo du 21e siècle, on a tendance à croire que celui qui peut être entrepreneur, c'est quelqu'un qui sont venus d'ailleurs. Or, qu'une nation comme État doit avoir ses propres fils qui sont entrepreneurs.
Est-ce que l'État congolais aide ses propres entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des facilités octroyées aux entrepreneurs locaux? Non, ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. Parce que moi-même, je suis entrepreneur en exercice. Ça fait près de 5 ans que nous exerçons à Démocratie du Congo. On n'a ni contractuel, ni financement. Et ça, déjà, c'est un problème. Ok, l'entreprise que je préside, ce n'est pas une société qui est cachée. Et de temps en temps, vous, mes compatriotes journalistes, vous donnez l'espace médiatique que nous puissions donner ce que nous pensons pour faire un Empire démocratique du Congo. Moi, je suis venu à Kinshasa parce que j'ai compris, par exemple, dans l'industrie de l'automobile. Aujourd'hui, on va en venir dans le COP21 autour de ce qu'on appelle l'environnement. Et l'environnement, pendant longtemps, Empire démocratique du Congo. COP26 aujourd'hui, nous sommes déjà 26. COP26. Vous allez voir que, par exemple, aujourd'hui, chez des Congolais, Mme Kimuntu, nous croyons que le problème environnemental, c'est uniquement des arbres. Non, c'est faux. Ce qui tue le Congolais, c'est l'automobile. L'automobile? Oui. Parce que la plupart des véhicules qui sont à Empire démocratique du Congo sont toxiques. Il y a quand même des contrôles techniques. Cette année, il y a eu des contrôles techniques cette année, en Empire démocratique du Congo. On a commencé le mois de décembre, jusqu'à bientôt janvier. Et on a atterri vers décembre. Vous avez déjà vu la campagne de contrôle technique à Empire démocratique du Congo. Or, un véhicule roulant, Mme Kimuntu, qui a déjà 4 ans d'âge, ne peut pas passer comme ça inaperçu 12 mois affilés. Et quand vous regardez de l'autre côté, vous allez voir que on part des gens vers les énergies renouvelables, le véhicule électrique, parce que le modèle fossile a appauvri et c'est cancérogène. Les dernières générations de diesel, il y a ce que le fameux Bombay, à Kinshasa que nous disons actuellement, les enfants récupèrent sur le système d'échappement de véhicules et ils récupèrent le matière. Vous voyez quels sont les effets nuisibles qui sont autour des hommes. Vous allez voir quelqu'un debout toute une journée parce qu'il a pris la poudre qu'ils ont récupérée dans le système d'échappement. Mais ces gaz d'échappement qu'on dégage en République démocratique du Congo, est-ce qu'on le contrôle? Non. Pourquoi? Le système de l'ingénierie de l'automobile, on l'a laissé dans l'industrie de l'informel. Comment voulez-vous que l'entrepreneur structurel se développe dans un système économique où l'informel est supérieur, Madame Kimuntu? Donc aujourd'hui, Mathieu Takizala, que faut-il faire aujourd'hui en RDC pour être considéré comme entrepreneur? Est-ce qu'il y a des critères pour être considéré comme entrepreneur? Qui est entrepreneur en RDC? C'est peut-être ça aussi le problème. Tout le monde ne peut pas se réveiller aujourd'hui et se dire, bon, je suis entrepreneur, il faut quoi là pour être entrepreneur? D'abord, un entrepreneur, on ne peut pas être prêtre sans église. Un entrepreneur, ça doit être quelqu'un qui est à la tête d'une structure économique qu'on appelle l'entreprise et qui a eu l'idée. Parce qu'on peut être à la tête d'une structure économique, mais ce n'est pas vous le géniteur de structure. Vous pouvez être dirigeant. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée une entreprise et qui le développe, qui crée la valeur pour son pays et qui crée la valeur pour les autres compatriotes dans le territoire et qui crée aussi pour lui-même, qui rassure aussi les investisseurs. En général, on a une chanson ici en démocratie du Congo où nous parlons, on va aller chercher les investisseurs. Mais l'investisseur, pour venir dans un territoire, Madame Kimuntu, il doit trouver l'écosystème entrepreneurial stable. Parce que l'investisseur, c'est quelqu'un qui a une valeur ajoutée financière. Mais la valeur ajoutée financière doit se mateler avec une entreprise ou une valeur ajoutée économique. Parce que l'investisseur, quand il vient, par exemple, dans le Bandundu chez nous, il trouvera quoi? Le moment de marché, ils vont injecter sur le moment de marché? Non. C'est à l'État de garantir tout ça? C'est à l'État de créer un écosystème. C'est à l'État de recenser secteur par secteur, province par province, quels sont des Congolais qui ont un modèle économique innovant. Parce que normalement, l'entrepreneur doit amener aussi l'innovation sur l'espace public. Vous savez, pendant longtemps dans cette ingénierie du média congolais, on suivait plus la chaîne nationale. Mais aujourd'hui, les entrepreneurs médiatiques du 21e siècle congolais ont tenté de produire encore des choses plus que le média, par exemple, national. Mais il n'y a qu'à l'État de les garantir aussi cet écosystème d'annonceurs. Mais en général, l'annonceur de médias, c'est nous les entrepreneurs. Mais lorsque nous les entrepreneurs, on n'a pas de contractuel, ni le financement, comment on peut avoir un média fort? Parce que pour avoir un média fort, il faut avoir aussi des entrepreneurs forts. Parce que ces entrepreneurs-là vont annoncer, la publicité va venir
dans des organes de presse. Et le journaliste qui est formé va être payé. Mais lorsque vous fragilisez l'écosystème entrepreneurial, lorsque le financement sont absents, lorsqu'il n'y a pas de marché pour les entrepreneurs structurels, lorsque l'économie est à 85%, Madame Kimuntu, dans l'informel, dans l'ingénierie des garages, regardez Sioné Kinshasa, vous allez voir dans tout le coin des rues, il y a le petit garage qui est là, aux yeux de tout le monde. Mais pour tuer tous ces garages-là, il faut accompagner les structures qui sont dans la formalité. C'est eux maintenant qui vont commencer à embaucher ceux qui ont créé l'économie informelle. Ce n'est pas amener de policiers, mais même vous amenez de policiers. 2 jours après, ils vont revenir. Donc le système économique congolais souffre. Mais nous sommes dans quel système économique? Sommes-nous dans le capitalisme? On est où là? Si on va conjuguer le capitalisme, nous devons avoir les classes capitalistes congolaises, des familles, de génération en génération, qui restent avec des capitaines d'industrie. Aujourd'hui, les capitaines d'industrie, il n'y a pas la continuité en République démocratique du Congo. L'autre fois, on a vu des familles ici en République démocratique du Congo qui étaient, par exemple, le promoteur immobilier. Aujourd'hui, ces familles-là, il n'y a pas la continuité. Il y avait des familles qui détenaient le patrimoine économique, les entreprises. Mais ces familles-là, c'est fragilisé. Mais si vous parlez de l'économie capitaliste, mais ce capitalisme congolais est détenu par quel groupe de Congolais? Est-ce que nous avons des familles d'entrepreneurs de génération en génération? Non, il y a une scission. Il y a une scission. Normalement. Et la génération de Kisombe devait continuer. La génération, parce que ça, c'est aussi la faute de l'État. Parce qu'il y a des autres États au monde, Madame Kimuntu, qui cherchent les entrepreneurs. Vous savez, nous sommes venus ici pour aider d'abord cet État. Moi, je ne supporte pas, je trouve ça anormal qu'on s'est dit plus surdiplômés, mais nous sommes un pays où le chômage est de masse. Parce qu'on étudie pour faire quoi? Pour résoudre le problème sociétal. La grande difficulté, j'ai fait l'économie. Mais on fait l'économie pour faire quoi? C'est pas pour aller chercher de l'emploi, c'est pour non, mais pour créer, pour gérer, pour anticiper, pour concevoir. Il y a plus d'économie en République démocratique du Congo, d'économistes. Mais maintenant, est-ce qu'on les utilise pour que ces gens-là qui ont étudié pour concevoir, gérer, administrer, puissent faire leur travail? Nous sommes en économie de marché. Toutes les économies aujourd'hui sont ouvertes. Mais la particularité de l'économie congolaise, c'est quoi? De ne pas avoir un tissu économique réel des acteurs. Ça fait que les entreprises congolaises qui gagnent dans le marché domestique et qui partent même à l'international. C'est ça l'adéquation. L'absence de financement, Madame Kimuntu, va nous agénuer. Les ménages sont financiers. Regarde, là, nous sommes en pleine crise de Covid-19. Nos papas, quand vous allez à Lemba, quand vous allez à Kitambo, quand vous allez par exemple à Matete, la plupart de nos parents là ont acheté des maisons, pas en cash, mais c'est avec le système de crédit. Mais qu'est-ce qu'on appelle crédit? Le crédit, c'est la contribution de tout le monde. Ça signifie que Madame Kimuntu, le salaire de Madame Kimuntu est hébergé à la banque, le salaire de Monsieur Takizala est hébergé à la banque, le salaire de Monsieur le caméraman est hébergé à la banque. Ça signifie que parmi nous, celui qui a un projet économique ou un projet bancable d'acheter une maison, on avance de l'argent pour réaliser et lutter contre les injustices sociales. Mais est-ce que ça existe aujourd'hui? Non. Nous sommes le seul pays au monde, quand quelqu'un va acheter une maison même de 10 millions de dollars, il va se balader avec le valise d'argent. Pendant ce temps, sur le territoire, on a par exemple 200 sociétés qui cherchent du cash flow pour créer de l'emploi. Et en général, quand on parle de l'entrepreneuriat démocratique du Congo, quels sont des mots que vous nous effigez? Moins sérieux, ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas compétents, ainsi de suite. Et c'est pas faux, les Congolais n'ont pas confiance aux entrepreneurs congolais, parce que tu peux avoir un contrat avec un entrepreneur congolais, vous êtes fixé les modalités, mais le Congolais ne le respecte jamais, on ne sait pas pourquoi. C'est une question de confiance aussi. Est-ce que vous ne vous posez pas la question pourquoi vos propres compatriotes n'ont pas confiance en vous, les entrepreneurs congolais? Nous sommes diabolisés d'abord, pour rien même. Il faut que, vous savez, pour juger quelqu'un, il faut le responsabiliser. Aujourd'hui, je vous dis qu'être un entrepreneur à un pays démocratique du Congo, ce n'est pas un mince affaire, Madame Kimuntu. Ce n'est pas un mince affaire. Vous imaginez, moi je suis père de famille. Je quitte là où j'étais. Je laisse ma famille. Je me donne. Je prends les emprunts en dehors du continent africain. Ça fait 3 ans que je suis à Kinshasa. Depuis janvier dernier.
et je suis ici, je me bats tous les jours. J'ai des hommes et des femmes derrière moi qu'on doit même s'y porter en transport. Même le bonus que moi j'appelle pas encore salaire, vit les ressources que cette société engorge en République démocratique du Congo. J'appelle ça prime même. Vit la réalité sociologique de la République démocratique du Congo. Maintenant vous allez m'appeler moins sérieux par rapport à quoi? Je suis au service de la République démocratique du Congo. Je dis mais non, tout le monde ne peut pas être administrateur de l'État. Et l'État aujourd'hui est saturé. Mais on doit avoir des Congolais qui créent des initiatives économiques pour entraîner les autres. Mais nous arrivons sur le terrain. Mais qui doit nous rôder? C'est l'État. Dans tout le pays. Si aujourd'hui, ce qui émerge dans le Silicon Valley, mais il y a un écosystème qui se crée autour de ces entrepreneurs. Mais il y a la FEC, non? Il y a la FEC, il y a le FPI pour vous aider. Il y a toutes ces structures-là. Beaucoup de Congolais... Madame Kimuntu, excusez-moi d'abord de vous interrompre, beaucoup de Congolais ne savent pas d'abord la FEC, c'est quoi? La FEC, c'est ce qu'on appelle une organisation patronale des grandes structures économiques. Le syndic des grandes structures économiques, des grandes sociétés. Or, l'ironie de l'histoire, c'est quoi? Dans tout le pays du monde, les structures qui créent plus d'emplois, ce sont de petites structures. Les PME, en fait. Le PME. Or, aujourd'hui, quand on parle de l'économie démocratique du Congo, on nous brandit toujours la FEC. Ah. Maintenant, les petites structures, ils n'ont pas de valeur ajoutée. C'est pour ça que vous voyez qu'on vient de créer, moi j'ai l'initiative, de 3 ans que je viens de passer avec vous ici, de créer une interface qui va réunir petites et grandes entreprises qu'on appelle défis RDC. Comme l'écosystème entrepreneurial, il y a beaucoup de défis de financement, défis de formation que vous venez d'épingler, et défis le premier contrat. Et en défi RDC, qu'est-ce que nous appelons? Nous disons l'investisseur, parce qu'il y a beaucoup de gens congolais qui ont des ressources financières, mais qui ne savent pas où il faut mettre de l'argent. En général, où on achète une immeuble, où on achète des combis jetés sur l'informel, ainsi de suite. Pendant ce temps, l'investisseur, des ans après, il va commencer à pleurer. Et nous disons non. La plupart des investisseurs... Non, les gens ne savent pas comment placer leur argent, oui, ou fructifier leur argent. Fructifier l'argent. Et puis, la plupart des entreprises qui sont dans le secteur privé ne se mettent pas en compétition, qui soient compétitives avec les autres entreprises qui ont venu à la République démocratique du Congo. La faute à quoi? Parce que l'une des institutions qui forment les entrepreneurs ou les chefs de société, c'est ce qu'on appelle les chambres consulaires, Madame Kimuntu. Chambre de commerce, chambre d'industrie et chambre d'agriculture. Mais en République démocratique du Congo, ces institutions sont absentes. Et la plupart des institutions aussi qui forment des entrepreneurs, c'est le réseau entrepreneurial. C'est tel que défi RDC, où les compétences vont se croiser. Celui qui ne comprend pas la comptabilité, mais il a un monologue qui est à l'intérieur qui comprend la comptabilité, il va l'aider. Celui qui ne comprend pas le monde financier, comment on va créer par exemple le plan de développement ou le plan de financement d'une entreprise à l'intérêt du club entrepreneurial. Le club entrepreneurial, ce n'est pas des colloques. Moi, je vois à Kinshasa, à chaque fois, vous allez voir le club entrepreneurial. D'abord, au lieu d'aider les entrepreneurs entrer pour se développer ou pour trouver le client, on voit la plupart du temps ici sur le Kalina, on réunit les gens en costume et on appelle les officiels, on dit colloque. Non, et 3/4 de ces entreprises n'avancent pas, ne se développent pas. Mais le club des expatriés qui sont venus ici sont efficaces. Vous allez voir même celui qui est à Kinshasa va orienter l'autre collègue. Ah non, il y a un compatriote qui fait ça. C'est ça le club d'entreprise. Le club d'entreprise, c'est pas venir là, on se réunit. Non, pendant ces temps, les entreprises ne se développent pas. Les entreprises sont en difficulté. C'est ce que nous mettons sur l'espace public de la République démocratique du Congo. La plus grande difficulté aussi en République démocratique du Congo, c'est l'énergie. C'est vrai que les PME et tout ça, beaucoup de ces entreprises fonctionnent avec de l'énergie électrique. Oui. Et beaucoup perdent, mettent la clé sous la porte parce que il n'y a pas de courant électrique, ils doivent payer du carburant et tout ça, et ça leur coûte excessivement cher. Alors, quel est le message par rapport à ça? Est-ce qu'on doit s'ouvrir à d'autres formes d'énergie pour pallier vraiment à ce manque d'énergie criant? Oui, là vraiment vous évoquez quelque chose qui est très très important. On dit en économie on ne peut pas produire sans le système carburant, donc le système énergétique. L'énergie, ce n'est pas uniquement l'électricité, même le déplacement. Si on est dans nos villes, vous allez voir que les embouteillages, les entrepreneurs perdent beaucoup. Vous êtes par exemple quelqu'un dans la livraison interurbaine, Madame Kimuntu. Avec les embouteillages de Kinshasa, même vous gagnez de l'argent. Vous allez les renverser du côté
de ce qui est le distributeur de pétrole ou de l'essence. Deuxième chose, vous êtes par exemple dans la chaîne des froids, les jours qui viennent de se passer, vous achetez la marchandise, mais le courant n'est pas stable. Il faut générateur de l'autre côté. Mais c'est là, ça passe là. Qui va payer tout ça? C'est le consommateur. Mais l'erreur aussi qu'on a fait en République démocratique du Congo dans le secteur énergétique, c'est qu'on n'a qu'un seul opérateur. Mais cet opérateur... La SNEL. La SNEL. Mais aujourd'hui, le ministre de l'Industrie nous a dit qu'on a libéralisé ce secteur. Mais il y a combien d'opérateurs? Combien de gens qui exercent dans ce secteur? Il y en a combien? Tel que dans la ville de Kinshasa. Je dis qu'il y a un prépayé. C'est-à-dire qu'il y a une ville de 20 millions d'habitants, Madame Kimuntu. Imaginez-vous vraiment d'abord, on doit rester avec des opérateurs dans le secteur de la distribution électrique. Et le seul opérateur qui est majeur, vous ne voyez pas qu'à la fois il est transporteur, il est fournisseur d'énergie. Mais non, il faut scinder. Il faut qu'on puisse avoir un producteur qui produit l'énergie, et qu'on puisse avoir celui qui fait le transport de l'énergie, qu'on puisse avoir aussi celui qui distribue l'énergie. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la SNEL, depuis les années 70 qu'on l'a créée, l'autre fois, on avait des sociétés régionales qui étaient pour la distribution électrique. On l'a fusionné pour créer une entité nationale. Depuis 70. Vous ne voyez pas qu'à chaque fois, pour créer une autre turbine électrique, on prend l'argent sur le trésor public. Au lieu que la SNEL puisse financer. S'autofinancer. S'autofinancer. C'est une société commerciale. Mais pourquoi la SNEL est incapable aujourd'hui, à chaque fois, pour autofinancer le train? C'est tel qu'aussi la régie des eaux. À chaque fois, pour construire notre barrage, il faut que l'État sorte de l'argent dans la caisse. Cet argent, au lieu de financer d'autres entreprises, on va le donner dans une charpente des entreprises étatiques. Tel qu'aussi le Transco. C'est une société qu'on appelle Société de transport au Congo. Mais il est présent qu'ici à Kinshasa. On a quand même amené quelques bus vers l'ex-province orientale. Et nous avons 26 provinces, Madame Kimuntu. Nous avons 26 provinces. Logiquement, cette société doit être dans tous les chefs-lieux de nos provinces. Parce que c'est là où on va créer de la valeur. Mais aujourd'hui, et deuxième chose aussi chez Transco, pourquoi à la fois il est transporteur et il peut réparer aussi ses bus lui-même? Pourquoi? Est-ce que le terrain d'agir de Transco, c'est le réparateur? Non. Et que doit faire le Transco? Non, mais il doit avoir des entreprises, des entités établies en République démocratique du Congo qui fait tel que les spécial auto. Si vous le donnez par exemple le marché de la réparation de véhicules de Transco, vous ne voyez pas qu'on va créer de la valeur en République démocratique du Congo. D'abord, l'entreprise privée sera obligée de faire le travail, parce que s'il ne fait pas le travail, on va le virer, on trouve une autre entité. Au lieu de le laisser à la fois, il nous transporte. De l'autre côté, on crée une antenne à l'intérieur en disant département technique. Mais 6 mois après, tous les bus vont monter. Après, vous allez nous montrer ici en disant non, il y a une dizaine de bus qu'on trouve dans une parcelle privée. Mais, vous voyez? Donc, il faut changer le modèle économique. Il faut basculer. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le modèle économique où beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent dans les secteurs des mines, où il y a un peu plus de flou, un peu plus d'argent aujourd'hui. Est-ce que doit-on diversifier aussi notre entrepreneuriat? Parce que je rencontre beaucoup de gens qui créent leurs entreprises de transformation, comme des produits agricoles, des fruits en confiture, et tout ça. Ils rencontrent beaucoup de difficultés et beaucoup abandonnent et se lancent que vers les mines. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le seul secteur rentable en République démocratique du Congo? Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas un métier de facilité. C'est d'abord, il faut être un risqueur, il faut savoir qu'est-ce que vous faites. Vous voyez que dans le mine aujourd'hui, même ils partent. Est-ce qu'ils sont gagnants dans l'histoire? Ce sont des grands majors qui gagnent. Je crois que l'entrepreneur doit regarder d'abord la sociologie de son pays. Et quand vous regardez ce qui récite dans ces métiers, tient compte de la réalité du marché. Et le marché aujourd'hui, vous pensez que celui qui vend de l'eau ne gagne pas? Celui qui vend l'eau en bouteille ne gagne pas? Pensez-vous que celui qui importe du chanchard ne gagne pas? Mais pourquoi on ne peut pas créer le modèle économique que 50% de la consommation alimentaire soit produite à l'interne? Pensez qu'on ne gagnera pas? Il y a des secteurs où les Congolais n'arrivent pas à comprendre que c'est autour de ça qu'ils peuvent gagner. Avancer vite. L'eau, le ciment, la construction, le logement, l'ingénierie. Ça, on le met de côté. Nous sommes dans le télécom aujourd'hui.
Dis-moi, il y a combien d'entrepreneurs congolais, je vois il y a 2-3 qui essaient de créer la marque de téléphone, mais sans impulsion étatique. Logiquement, je vois les 2 marques congolaises qui sont dans l'ordinateur et qui sont dans le télécom, même nos écoles devaient déjà adopter ça. Même le bureau dans la plupart des ministres qui pouvaient booster ces entreprises-là. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce que logiquement, ceux qui sont dans le télécom, le marque congolaise, on devait le trouver à la primature, on devait le trouver à la présidence, on devait le trouver à la GECAMINE, on devait le trouver à l'ONATRA, ainsi de suite, pour donner à ces entrepreneurs l'espace d'agir, pour qu'ils innovent. Nous qui sommes dans l'ingénierie, par exemple, on devait avoir des contracteurs avec GECAMINE, avec les régies des eaux, avec SNEL, avec ONATRA, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va monter en gamme, Madame Kimuntu. Parce que plus qu'on a de contrats avec ces grands majors, ça va nous permettre à créer de l'emploi et à innover. Comment dire, vous êtes des sous-traitants, non, mais on vous appelle. Ça signifie que, moi j'aime pas d'abord cette expression sous-traitant. Non, une société de service, parce que l'écosystème entrepreneurial, Madame Kimuntu, d'abord, les sociétés sont créées pour fonctionner avec les autres sociétés. Et ce qui donne la grande difficulté à une République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est quoi? Parce que la plupart des entreprises telles que la mienne, nous fonctionnons qu'en B2C, pas en B2B. Or, le portefeuille B2C... Expliquez calmement. B2C, B2B. Vous parlez à peut-être un public... En langue anglaise. En fait, voilà. Les B2C, c'est le portefeuille client particulier. OK. Les B2B, c'est le portefeuille client professionnel. OK. Donc, entreprise entre entreprises. OK. Or, les entrées d'une entreprise le 80% doit se faire en professionnel. Et la difficulté aujourd'hui avec le B2C, c'est quoi? Le ménage, le pouvoir d'achat est faible. 3/4 des Congolais ne connaissent même pas le garage parce qu'il a acheté en informel, il répare en informel. Et maintenant, toi qui es le propriétaire de garage, tu peux faire des mois et des mois pour attendre ton compatriote pour venir réparer. Or, si Spécial Auto avec clients comme Sonance, ça signifie que Spécial Auto va développer vite. Parce que les antennes de Sonance à travers le 26 provinces, ça signifie qu'on va établir des garages là où Sonance est là. Et automatiquement, on va accompagner le développement de Sonance et nous, on va se développer. Si Spécial Auto a de contrat, par exemple, avec ONATRA, partout à travers la République, ONATRA est présent. Vous verrez que directement, vous verrez l'antenne de Spécial Auto à travers la République. Si Spécial Auto a de contrat avec OCC, donc partout où OCC, vous verrez que l'antenne de Spécial Auto sera là. Donc, on va développer vite, on créera de la valeur. Or, 3/4 des entrepreneurs, c'est les B2C. C'est ça la grande difficulté. La grande difficulté que nous avons. Que nous avons aujourd'hui, c'est pour cela, au niveau du ministère de l'économie, il faut revoir. Appelez les entrepreneurs du secteur privé, évitons de faire des colloques, ça ne sert à rien. Recenser d'abord ceux qui ont un modèle économique, travailler avec eux pour booster, c'est ce que les Chinois ont fait. Vous savez, pour que les investissements d'ailleurs captent la Chine comme terrain d'agir, et les entrepreneurs chinois étaient déjà en mouvement localement. Et c'est ce qui a capté que les investissements d'ailleurs rejoignent. Parce que ah non, là-bas, ils sont rodés, et comme ils produisent dans des coûts qui sont faibles, si on part là-bas, le bénéfice sera... Et c'est comme ça que la Chine... Or, si nous, localement, vous nous négligez, mais ça sera extrêmement difficile. Celui qui a l'argent, quand il va venir, il va s'associer avec qui? Nous sommes dans l'automobile. Il y a des marques, par exemple, de batteries qui ne sont pas connues en République démocratique du Congo. Même les marques des huiles qui ne sont pas connues en République démocratique du Congo, de pneumatiques. Mais vous ne voyez pas que lorsque nous avons des clients professionnels, automatiquement, on va avoir l'ardoise à présenter à ces marques-là en disant « Venez avec nous en République démocratique du Congo, regarde le marché de pneumatique congolaise, là nous vendons tant. » Mais si nous attendons du côté particulier, est-ce qu'on va avoir même du chiffrage économique à présenter aux industriels internationaux? Compliqué. C'est ça, Madame Kimuntu. Est-ce que tout ça, est-ce que les experts congolais ne le savent pas? Comment nous ne parvenons pas à mettre tout ça en application? Mais je crois qu'on a passé plus de temps. Je pense que, Madame Kimuntu, nous avons des gens.
Vous avez des gens, moi j'ai des gens. Des économistes patents qui sont sortis de l'université, des milliers depuis 1960. Tout ça, vous le savez, mais qu'est-ce qui manque pour que ça passe de la théorie à la pratique? C'est ce que moi je n'ai jamais. C'est ce que nous disons maintenant, il faut qu'on parte à la pratique. Parce que l'économie, dans des périodes de crise, c'est la pratique. C'est pas pour rien, vous voyez que le général Marshall, lorsqu'il a vu que de l'autre côté de l'Europe et que c'était en ruine, il fallait bonifier de deux côtés. On crée un plan. On crée un plan et ce plan va relancer l'industrie américaine et il va relancer aussi l'industrie européenne. Donc sans plan, mais le plan, pour bien l'élaborer, il faut associer les acteurs sectoriels. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de l'automobile en République démocratique du Congo à de ne pas associer des vrais acteurs dans le secteur. Parce que moi qui est ici, je vois déjà les difficultés de ce secteur. C'est vrai que même vous avez un conseiller dans le coin, mais il n'est pas praticien, il n'est pas sur le terrain. Il peut commencer à lire le bouquin, mais ce n'est pas pareil, Madame Kimuntu. Ce qu'on a appris à l'université, c'est autre chose. Mais sur le terrain, il y a des aléas professionnels. Et ça, il faut le respecter. Il faut dissocier, il faut associer le théorie d'amphithéâtre et le théorie professionnelle. Et c'est là où on va bonifier. Je crois qu'aujourd'hui, on doit d'abord savoir que Bandundu, comme province, a besoin de combien d'entreprises vu le chômage que le Bandundu. Mais pour avoir ces entreprises, nous avons besoin de quelle somme? Et c'est là où cette courbe va commencer. Et sur le terrain, le nombre d'entreprises qui sont présentes, il y en a d'abord combien? Kinshasa comme entité administrative, combien d'entreprises on en a besoin à Tiangu, par exemple? Et à Tiangu, actuellement, il y a combien d'entreprises? Est-ce que ce qui existe à Tiangu, on ne peut pas le booster pour que ces gens-là créer de la valeur? C'est comme ça que tous les États ont fait. Donc, ceux qui sont déjà aujourd'hui comme modèle sur le terrain, Madame Kimuntu, si on ne le booste pas, ça sera extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, avec la tension que l'on vit dans notre pays, avec la mauvaise image, est-ce que la politique aujourd'hui ne nous rend pas la tâche facile sur l'entrepreneuriat congolais? Qui peut venir aider, qui peut venir booster dans un pays où il y a crépitement des balles? Il faut dire la vérité aujourd'hui. Parce que c'est pas... Madame Kimuntu, les deux vont de pair aussi. C'est pas à vous. De pair, pardon. Oui, la politique et l'économie, on ne peut pas les dissocier. Dans des moments cruciaux de la politique mondiale, on a toujours vu qu'autour de politique, il y a des manières de l'économie. Les industriels, les entrepreneurs, pour essayer un peu d'avancer, pour cimenter la maison. Je pense que, Madame Kimuntu, je crois qu'aujourd'hui, nous tous, on a une part de responsabilité. Collectivement d'abord. Parce que culturellement, il faut qu'on booste le mental des Congolais. Je crois que la politique a pris l'espace public pendant 61 ans. Mais dans la vie, il faut être humble pour avancer. Pour avancer, il faut être humble. Nous devons accepter d'abord l'échec collectif qu'on a fait ici. Et maintenant, booster ces concentres qui autour, Madame Kimuntu, on peut bonifier, on vous booste. Et on regarde que derrière vous, il y a des milliers d'emplois. Vous savez, au Congo, on parle des zones industrielles spécialisées, tout ça, ainsi de suite. Et ce dicton vient d'ailleurs. Pourquoi les autres ont utilisé cette urgence de l'économie? Ça signifie qu'on va répertorier par exemple à Kisensu, on dit voilà, à Kisensu ici, il n'y a pas d'emploi, mais comment on peut amener les gens là-bas? On crée d'abord l'écosystème, l'électricité comme vous avez dit, les routes, ainsi de suite, et puis on va toucher sur la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui la fiscalité congolaise est tellement haute. Et on a fait beaucoup des années de croire que c'est dans la pression fiscale celle qu'on peut produire. Non. Le verre est à moitié vide. Je crois qu'il faut maintenant qu'on conjugue plus la création de la valeur en République démocratique du Congo. Le taux d'endettement de la République démocratique du Congo est faible, Madame Kimuntu. Quand vous regardez même les 9 voisins, l'endettement public de la République démocratique du Congo est faible. Quand vous regardez le paradoxe de l'économie, l'endettement, les États qui sont si endettés, ce sont ces États qui sont riches. Paradoxalement. Oui. Les États-Unis, la dette intérieure est très grave. Oui, mais ce sont ces États qui sont riches, qui sont puissants. C'est eux qui sont dans la table de G7. Mais bizarrement, nous ici, on conduit la République démocratique du Congo avec un frein. On surveille l'endettement. Oh, mais on parle plus de l'endettement. Oh, on dirait le crédit pour le Congolais. Vous savez, la plupart des Congolais, quand on dit non, mais il faut aller endetter là-bas. Non, moi je vais évoluer seul. Oh,
Vous allez évoluer seul. Avec 10 000 km, vous allez arriver quand? À pied. Il faut avoir ou l'avion, ou le bateau, ou le train pour faire 10 000 km. Mais en économie, le train, c'est l'endettement. Et l'endettement, pas pour consommer, mais pour investir. Or, la plupart d'endettements que nous, on a pris ici, qui est d'abord faible, c'est pour consommer. Et enrichir certaines personnes. Voilà, c'est ce qui... Le paradoxe de la République démocratique du Congo, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On assainit d'abord le finance publique de la République démocratique du Congo. On donne de gages à ceux qui sont richissimes au monde. Et pour assainir le finance publique, c'est quoi? D'abord, la charpente des entreprises d'État, Madame Kimuntu. On appelle du portefeuille. On doit auditer ces entreprises. On doit mettre des managers à la tête de ces entreprises. Pas des hommes politiques. Oui, si un homme politique est compétent, pourquoi pas? Mais pas forcément manager. S'il a déjà managé quelque chose. Parce qu'il y a des gens aussi, vous savez, aujourd'hui, en politique, par exemple en Israël, celui qui est à la tête du gouvernement israélite, c'est un homme d'affaires qui est le premier ministre. C'est lui qui fait la politique, mais plus la politique est dans la logique de management entrepreneurial. Le président Trump aussi, c'était un homme d'affaires, mais il a présidé la République américaine. Donc je crois qu'aujourd'hui, première chose, je dis à ceux qui nous dirigent politiquement, d'assainir les entreprises du portefeuille. De chercher des voies et moyens, les Congolais qui ont managé des entreprises, qui ont des résultats. Quelqu'un qui a créé une boîte, qui a commencé avec 10 personnes et qui devient avec 2000 personnes, je pense que ces messieurs, on peut l'essayer même à dirigeant Transco. Et puis, la personne va venir avec des vrais modèles économiques à la tête de ces entreprises. Ça signifie qu'on doit bonifier autour de ces entreprises. Parce que manquer de grandes entreprises compétitives fragilise les petites entreprises. Parce que l'absence de managers dans des grandes entreprises fait que les entreprises telles que Spécial Auto, Madame Kimuntu, ne trouveront même pas contrat. Ils ne vont pas émerger. Ils ne vont pas émerger. Parce que les grands ne sont pas là. Voilà, parce que les grands sont absents. Mais les grands sont budgétivores. Les grands sont en difficulté. Et en 3/4 des temps, c'est pour ça que j'ai toujours dit au président Tshisekedi qu'au moment, avant de nommer les directeurs des entreprises portefeuille de la République démocratique du Congo, appelez même une centaine des entrepreneurs du secteur privé. Écoutez ces gens-là. Peut-être ça peut donner une lecture pour que ça change ici. Parce que c'est autour de ça aussi que nous pêchons. Vous remarquez à l'époque quand on avait des entreprises qui avançaient du côté du secteur privé et étatique, l'économie était intacte. Quand on avait Air Zahir, Otraco qui est venu au Natra de l'époque, la SNEN qui était en forme, la Régie des eaux, le MIBA, toutes ces sociétés-là, on n'avait pas de problème de chômage de masse parce que ces sociétés cohabitaient avec des petites sociétés. Et automatiquement, vous finissez l'école. Il y en a même qui se sont retrouvés salariés sans même le certificat de l'école. Donc aujourd'hui, même vous faites l'université, vous risquez de rester dans le coin de rue, commenter la politique. Tout le monde est devenu politicien. C'est dangereux ça. C'est dangereux. Et on commente sans expertise. Général, parce que j'ai rien à faire, et la tête de monsieur caméraman ne me plaît pas, et je commence à insulter. Non. Le pays s'est construit avec des acteurs, avec des experts, avec des gens qui travaillent. Mais il faut un plan de relance. Moi, j'avais écrit un plan de relance, j'ai écrit mon président de la République, il faut un plan de redressement de la République démocratique du Congo. Ce pays a manque. Bon, je crois qu'il faut associer. Vous savez que le monde est en train d'avancer. Il y a beaucoup de mutations qui se sont faites. Et lorsqu'on a créé d'autres plans, les numériques n'existent pas. Peut-être ce que nous proposons aujourd'hui, on tient compte aussi des numériques. Et on a connu beaucoup de crises. Donc il y a beaucoup de choses à rectifier. Peut-être quand on a créé d'autres plans, il y avait un système bancaire qui existait. Et nos banques aujourd'hui sont devenues uniquement le caisse de misère que j'appelle des banques qui sont uniquement pour que les gens viennent déposer de l'argent. Donc le rôle de la banque, c'est financer l'économie. Être à côté des acteurs économiques. Est-ce que l'Afrique ou le Congo ne peut-elle pas créer son propre système économique? Est-ce qu'on doit toujours imiter ce que les Occidentaux ont fait? Parce qu'aujourd'hui, vous avez fait allusion à la COP26, on nous demande, nous, de protéger nos forêts. On nous demande, nous, de ne pas couper nos arbres. On nous demande, nous, de faire... Parce que les forêts, aujourd'hui, doivent sauver l'humanité. Et
nous, dans tout ça? Parce que les Européens se sont industrialisés avec le charbon, avec le bois, avec ceci, avec cela. Mais comment nous allons nous industrialiser sans, permettez l'expression, bouger un peu la nature? Madame Guimontou, je pense que l'heure a évolué. Je pense qu'on ne peut pas avoir des industries dans un territoire de ne pas avoir des industriels. Qui on appelle un industriel? En général, ceux qui sont devenus des industriels, ce sont des gens qui ont commencé dans l'industrie de service. Je suis quelqu'un qui vend beaucoup de caméras, je vois avec la demande, je commence à étudier, et puis un jour, je monte une usine de fabrication parce que je comprends des gens, parce que même vous fabriquez, s'il n'y a pas de la demande, s'il n'y a pas un marché, vous allez vendre où? Logiquement, on doit créer d'abord des acteurs économiques en République démocratique du Congo. Nous devons avoir des entreprises congolaises qui parlent, qui s'expriment, Madame Kimontou. Parce que la plupart d'ingénieurs congolais ou de politiciens congolais, vous ne voyez pas que ces gens-là, on ne les met pas utiles dans la société. Pourquoi? Les campus industriels sont absents. On avait Chanik Metal ici, Madame Kimontou. Les gens qui faisaient Polytechnique avaient sens parce qu'avec Chanik Metal, les gens pouvaient aller bosser là-bas, même faire le stage. Ceux qui faisaient l'ISTA pouvaient trouver là où ils peuvent travailler. On avait par exemple le centre de formation de Zahir de l'époque qui récupérait ce qui faisait le filiale technique. Et maintenant, on parle de l'industrie, vous ne pouvez pas le créer sans avoir ce qui produit dans l'industrie. Comment un grand pays comme la République démocratique du Congo, région par région, si on cite les industriels, vous ne trouverez pas par région 20 industriels. Il y a un problème, Madame Kimontou. Vous allez dans le Bas-Congo. Vous trouverez 20 industriels dans le Bas-Congo à l'heure actuelle, même pas le 21e siècle. Je ne pense pas. Vous allez dans l'Équateur, vous ne trouverez pas 25 industriels. Les Congolais qui ont cette vocation de nous aider dans le terrain industriel ou dans le terrain de l'économique, de l'entreprise, qui a étudié, il dit non, mon intelligence, c'est au service de l'entreprise. Il y en a peu aujourd'hui. Donc je crois qu'aujourd'hui, le peu des Congolais que vous sentez, qu'ils ont cet esprit entrepreneurial et industriel, Madame Kimontou, il faut le booster. Il faut le booster. Nous allons terminer par la diaspora. Moi, j'aime toujours parler de la diaspora. C'est vrai que beaucoup disent que la diaspora apporte beaucoup. Est-ce que, pour vous, on doit canaliser cet apport de la diaspora? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs congolais à l'extérieur qui ont peut-être envie de venir, mais... Oui. Moi, je crois que on doit canaliser parce que la plupart des États en retard ont bénéficié de cette manne. Mais en Afrique, ici, il y a des exemples battants. Quand vous allez, par exemple, ce qu'on appelle le Maroc d'aujourd'hui, la plupart des technocrates marocains viennent de la diaspora. Même les entrepreneurs aujourd'hui au Maroc. Si vous allez au Sénégal, pareil. Si vous allez au Maroc, en Tunisie, vous savez, l'autre fois, les dérivés de l'automobile, c'est fabriqué en Asie. Mais aujourd'hui, Maroc, Tunisie, Algérie, fabriquent pour les grands majors, les grandes marques internationales. Renault vend sur 70 pays au monde, mais la production de Renault s'est faite au Maroc. Mais qu'est-ce qui amène Renault? Parce que la plupart des Marocains qui ont évolué à l'extérieur ont revenu au pays, ont créé des boîtes, et ces boîtes sont quand même à même niveau avec, mais ils sont. Et puis l'État a suivi le jeu. Vous savez, le zone industrielle de Tanger, Renault produit sans douane. Et pendant, ils ont mis des années, au Renault n'a pas de douane, n'a pas d'imposition. Mais qu'est-ce que l'État marocain vise? Il vise d'abord la création de la valeur de son côté, trouver des Marocains qui travaillent, et de plus en plus ces gens-là vont devenir en calibre international pour avancer. Quand vous allez en Algérie, il y a une agence uniquement pour capter ce que la diaspora algérienne fait. Agence de développement, Madame Kimontou. Qui sont dans le monde. Ils ont même une interface bancaire. Et les études prouvent, Madame Kimontou, que l'argent qui provient de la diaspora, de la migration africaine, est supérieur à l'aide au développement. Mais nous, le Congo, on a laissé cet argent
dans le tiroir familial. Dans le secteur informel. Dans le secteur informel. Il y a beaucoup de la diaspora qui sont venus ici. L'État devait permettre à ces gens-là de se formaliser. Il y a un autre exemple économique que j'ai suivi beaucoup au niveau de Mali. Qu'est-ce qui se passe? On regarde celui qui a la capacité d'envoyer par exemple $300 au niveau de Mali. On l'emprunte. On prend de l'argent en capital, il crée un établissement, une société, et ces $300 vont commencer à rembourser l'emprunt. C'est fait qu'on vise 4 emplois, 5 emplois. Mais nous, chez nous, c'est qu'on a laissé pour les sociétés de transfert. On bonifie où? Ou quand ça tombe, directement on passe à la consommation. Non, il faut revoir. Parce que l'unique classe moyenne que le Congo a actuellement, c'est cette diaspora. La plupart ont le salaire, peut épargner, peut avoir le crédit. Mais jouons maintenant intelligemment, économiquement avec cette diaspora. Il faut des mesures incitatives. Il faut, si nous voulons que l'entrepreneuriat soit une solution à l'Empire du Congo, nous devons avoir le modèle des entrepreneurs qui réussissent à l'Empire du Congo. Cela va permettre à ceux qui sont restés ailleurs de dire non, mais on était avec Mathieu ici, vous voyez son entreprise dans l'automobile est en train de réussir, mais moi, je vais me mettre par exemple dans l'industrie de la pêcherie. Mais si c'est que nous qui viens d'ailleurs, ici, on a des difficultés, vous voyez que les autres là vont dire, oh mais lui il est parti là-bas, il a investi, automatiquement il n'y a pas de contrat, pourquoi moi je vais aller essayer là-bas? C'est ça, c'est simple. Mais la dernière question, on nous dit toujours que le marché de la RDC est ouvert, qu'il y a beaucoup à faire. Est-ce vrai? C'est un mythe? Est-ce qu'on peut se lancer aujourd'hui en RDC la tête baissée? Parce qu'il y a des secteurs qui sont aujourd'hui, permettez l'expression, vierges. Est-ce que la RDC est comme ça? Non, on doit créer un écosystème, Madame Kimuntu. C'est vrai, c'est un pays chantier, mais il faut créer des Congolais, des consommateurs. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Congolais ne fait pas des Congolais des consommateurs. Plus ont tendance de consommer dans l'industrie de l'informel. Parce que celui qui achète dans la rue sans la formalité, il ne crée pas de la valeur, Madame Kimuntu. Il n'y aura pas de cotisation à la INSS, il n'y aura pas des impôts, il n'y aura pas la TVA, il n'y aura pas beaucoup de choses. Je crois qu'aujourd'hui, pour faire ce pays marcher, nous devons revenir comme dans l'époque des Ngunza Bonanza, parce que la plupart de nos parents de l'époque consommaient du circuit de la formalité. Mais pour consommer dans le circuit de la formalité, il faut que le paix des entreprises que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo soit boosté, Madame Kimuntu. Merci beaucoup Mathieu Takizala, merci, le temps qui nous a été imparti est terminé. De fois, on ne sent pas vraiment le temps passer. Je crois que l'entrepreneuriat est vraiment un secteur qui booste l'économie. Il faut vraiment que les entrepreneurs congolais se sentent en sécurité pour qu'ils puissent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Et on a parlé aussi de la diaspora. La diaspora, de fois, a de l'argent et il y a du flot, mais bon, c'est pas canaliser cela. Et je crois que Mathieu Takizala l'a dit, il faut que les entreprises d'État, les entreprises du portefeuille soient aujourd'hui vraiment gérées d'une façon managériale, parce que c'est à travers ces entreprises qu'il y a d'autres qui viennent, qui se collent avec elles et ça crée des emplois. Donc sans ces grands majors, comme on les appelle comme ça ici chez nous, ben, les petites entreprises, les PME ne peuvent pas du tout fonctionner. Merci à vous Mathieu Takizala. Merci à vous autres fidèles téléspectateurs de la Lyon Télévision officielle et de nos différentes chaînes partenaires. On se retrouvera prochainement. Que Dieu nous bénisse.